Bonsoir, bienvenue dans le premier retour enquête de ce Mediapart Live autour de la commémoration d'un événement historique majeur, les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Ni l'histoire, ni la mémoire de ce génocide n'ont fini d'être écrites. C'est la conclusion de cet ouvrage de Florent Piton sur le sujet, la synthèse la plus récente en français. Florent Piton, vous êtes avec nous, bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'Université Paris Diderot. On va échanger avec vous. À vos côtés, avec nous sur le plateau, Justine Brabant. Bonsoir Justine. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez publié plusieurs articles dans Mediapart à propos de ce sujet, notamment sous la houlette de Fabrice Arfi, que les lecteurs et lectrices de Mediapart connaissent bien et qui a entre autres coordonné tout le travail qui est fait autour des 25 ans du génocide à Mediapart et qui a notamment rédigé un parti pris sur le rôle contesté de la France. On y viendra. Une tache sur le drapeau français, as-tu écrit. On va en parler. Alors, pour rappel, le génocide dont nous parlons s'est déroulé entre avril et juillet 1994. Il a fait entre 800 000 et 1 million de victimes, des Tutsis bien sûr, mais également ceux qu'on a appelés des Hutus modérés, pardon. Alors, Florent Piton, quand même une précision pour ceux qui n'ont pas tous les repères. Ce qui fait le caractère génocidaire d'un crime, ce n'est pas tellement le nombre, même s'ils ont un caractère vertigineux dans le cas présent. La nature du crime, elle est ailleurs. Il y a toute une série de critères qui déterminent le fait qu'on est bien en présence d'une situation génocidaire. Et au-delà du bilan en valeur absolue, ce qui est important, si j'ose dire, c'est le bilan en valeur relative. Et on estime qu'en 1994, il y a les 3/4 des Tutsis qui vivaient dans le pays qui sont assassinés. Ce qui fait le génocide aussi et surtout, c'est la nature ciblée de ces victimes. Elles sont assassinées parce que Tutsis. Elles sont aussi parce que ou Tutsis, identifiées exactement. en tant que telles. Et on peut évoquer également, si je vais un peu vite, le rôle de l'État. Pas de génocide sans État. Et au Rwanda, on n'avait pas un État failli, on avait un État qui fonctionnait très bien et qui donc était capable de mettre en place une série d'organisations permettant de réaliser le génocide. La dimension intentionnelle et organisée des massacres, en somme. Ouais. Alors, dans votre ouvrage, dans l'introduction, vous rappelez que le génocide au Rwanda est le produit d'un racisme moderne et non pas d'une haine atavique, traditionnelle, un conflit interethnique assez peu compréhensible par des Occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi c'est le produit d'un racisme moderne? Ça veut dire quoi? Tout simplement parce que, bien sûr, dans le Rwanda ancien, avant la colonisation, il y avait bien des catégories qu'on appelait Hutu, Tutsi, qui d'ailleurs avaient une histoire. Mais ce qu'on observe dans le moment colonial, c'est une racialisation de ces catégories. Elles sont pensées comme des races distinctes, qui se distinguent donc en fonction de critères géographiques, de critères biologiques et de critères culturels. Et c'est ce racisme colonial qui, au moment de l'indépendance et ensuite, va être réinvesti par une partie des acteurs politiques rwandais. Donc, après l'indépendance, par exemple, toute une série de pogroms d'abord, et puis de pratiques de discrimination légale vont être mises en place. Et enfin, pendant la guerre qui commence en 90, ce racisme va se renforcer et le Tutsi va progressivement devenir une figure menaçante dont il faudrait peut-être se débarrasser. Donc finalement, c'est une histoire, alors bien sûr qu'on peut inscrire dans le temps long, mais qui aussi, dans le temps long de l'histoire rwandaise, a tout au plus un siècle. Alors, vous dites pratique discriminatoire et aussi massacre, c'est-à-dire que de manière récurrente, depuis l'indépendance du pays jusqu'en 90, on a plusieurs épisodes historiques comme ça, avec des massacres de grande ampleur. Il y a plusieurs moments, effectivement, où il y a des pogroms, alors localisés, qui ne concernent pas nécessairement l'ensemble du pays, mais qui parfois font des milliers de victimes. Je prends juste un exemple, en 1963-1964, en quelques semaines, au tournant de Noël 63, on a des massacres qui font entre 10 et 20 000 morts. Et à l'époque, on parle du massacre le plus horrible et le plus systématique depuis l'extermination des Juifs d'Europe. On a bien à l'esprit ce précédent qu'a été la Shoah, même si on n'emploie pas en tant que tel le mot génocide à l'époque. Alors, un mot quand même sur le déclenchement du génocide. On va très vite, là, parce que le temps nous est compté, mais donc le contexte, c'est celle d'une guerre entre le FPR, donc les Tutsis, une organisation de Tutsis de l'extérieur du pays,
donc qui ont attaqué le pays. Et donc il y a des négociations entre eux et le régime du président sortant Hutu Habyarimana. Donc ça, c'est le contexte général. Et puis ce président-là son avion se fait descendre, il meurt. Au soir du 6 avril. Voilà, donc c'est un attentat. Et dans les heures qui suivent, en fait, la logique génocidaire est enclenchée. Vous parlez bien, encore une fois, pour bien poser les bases de la discussion, vous parlez bien d'un épisode déclencheur et non pas d'une cause ultime qui aurait suscité des réactions spontanées, quoi. En réalité, le caractère planifié est sans doute antérieur à l'attentat lui-même. Tout à fait. L'attentat, bien sûr, c'est un élément important, mais ça n'explique pas le génocide. Ce qui explique le génocide, c'est ce que je disais tout à l'heure, le temps long de la violence, de la construction d'un ennemi Tutsi, des politiques de discrimination également. Et faire de l'attentat l'alpha et l'oméga, l'élément qui expliquerait tout, c'est jeter un écran de fumée sur ce qu'est véritablement le génocide des Tutsis. Ouais. Est-ce qu'il peut relativiser aussi les très nombreuses querelles qu'il y a sur les origines, plutôt qui a commis en fait, ce fameux attentat. Pour terminer de brosser ce tableau très synthétique, un mot sur les acteurs, parce que c'est quelque chose qui est très bien fait, en l'occurrence dans votre livre à la découverte, c'est que vous montrez bien qu'il y a une conjonction entre des acteurs au sommet, civils et militaires, et puis une participation quand même assez massive en fait, de gens dont vous dites qu'ils sont des gens ordinaires. En fait, ce qui assure la réussite, si j'ose dire, des massacres, c'est ce que vous venez de dire, la combinaison de ces deux éléments. Une logique verticale, le rôle de l'État, de toute une série d'acteurs d'en haut, donc l'État bien sûr, mais une partie de l'Église également, une partie de la société civile, et puis une logique plus horizontale, la participation des paysans qui, sur les collines, vont assassiner leurs voisins dans leurs maisons, dans les églises où ils allaient ensemble à la messe, parfois au sein même des familles ou des connaissances du quotidien. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qui fait la réussite du génocide. Alors, pour autant, évidemment, tous les Hutus n'ont pas été impliqués dans le génocide. Il y en a même qui ont sauvé des vies. Et je me tourne vers toi, Justine, parce que tu as notamment publié dans Mediapart une belle enquête sur les justes du Rwanda. Tu en as rencontré notamment un directeur d'orphelinat qui a une figure assez forte, et donc tu décris bien tout le courage qu'il a montré à l'époque et dont il parle avec beaucoup d'humilité encore. Et en préparant un petit peu cette émission, tu disais, pour autant, la définition de juste, elle est pas si évidente, parce que nous, on a le terme qui est associé à la Shoah en Europe. Mais au Rwanda, c'est un peu plus complexe quand même. Oui, c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette enquête. J'ai voulu, alors, à la fois expliquer que des Hutus avaient sauvé des Tutsis pendant le génocide, et qu'elles étaient toujours vivantes. Parce qu'une première chose sur les justes, c'est qu'on a longtemps cru qu'ils étaient tous morts, parce que toutes les personnes qui avaient tenté de s'opposer au génocide avaient été tuées sur le champ par les gens à qui elles tentaient de s'opposer. En fait, ils sont là. On a tenté il y a quelques études qui tentent de les recenser, mais elles sont encore très parcellaires. Oui, tu évoques une étude qui les estime à un peu moins de 300, mais ça ne porte pas sur toutes les régions du pays. Mais c'est une étude pilote, en fait, qui portait sur 1/10 du territoire rwandais. Ça donne un ordre d'idée. On peut se dire plusieurs centaines, quoi, en gros. Oui, voilà. C'est assez compliqué. Mais surtout, ce que j'ai un peu, moi, découvert en travaillant là-dessus, c'est qu'effectivement, cette figure du juste qui peut nous sembler évidente, vue d'Europe, parce qu'on a ce référentiel aussi de la Shoah, en fait, elle pose beaucoup de questions au Rwanda, et voire même, en fait, elle cristallise presque tous les débats autour de la mémoire du génocide, autour de comment le transmettre, autour de quelle place des uns et des autres aujourd'hui dans l'histoire qu'on écrit. La première chose, c'est que rien que le mot de juste est contesté par certains. Moi, j'ai par exemple discuté avec un Hutu qui a sauvé beaucoup de Tutsis dans sa province d'origine vers Butare. Il a caché à un moment donné 45 personnes dans sa maison même, et leur a évité donc d'être massacrés. Et lui, par exemple, réfute le mot de juste. Il dit en fait, moi j'estime que j'ai simplement fait preuve d'humanité, donc est-ce qu'on doit être décoré pour ça? Est-ce qu'on doit être décoré parce qu'on a simplement, entre guillemets, fait preuve d'humanité? Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de ce que Primo Levi appelait à propos de la Shoah des zones grises, en fait, sur ce qui s'est passé dans ce génocide. Et il y a des gens qui ont sauvé des Tutsis, mais dont les motivations se rapprochaient difficilement de l'altruisme. Enfin, Est-ce qu'on peut s'arrêter du coup sur une figure? Là, on a retenu l'affiche d'un film là, qui s'appelle Hôtel Rwanda.
Rwanda, avec une figure, je ne sais pas si je prononce bien, qui est de Rusesabagina. Bagina, ouais. Et donc, qui effectivement a été, voilà, grâce à ce film, présenté comme un héros, et en réalité, il est complètement dans cette zone grise que tu nous décris. C'est ça, donc c'est le personnage qui a inspiré le blockbuster américain qui est sorti en 2004, qui s'appelait Hotel Rwanda. C'est un gestionnaire d'hôtel qui, à l'époque, a permis effectivement à des personnes de pas être massacrées dans l'hôtel. Alors, c'est intéressant de comparer sa gloire un peu internationale due à ce film et en fait ce qu'en pensent les Rwandais aujourd'hui, ou en tout cas la présidence et les associations de rescapés, qu'ils considèrent en fait comme quelqu'un qui a surtout fait du business sur le Rwanda, parce que en fait des rescapés ont témoigné qu'il avait monnayé en quelque sorte sa protection. Donc c'est un exemple parmi d'autres du fait que au moment du génocide, des gens protègent des femmes parce qu'en fait peut-être ils veulent les violer, d'autres protègent des gens parce qu'ils espèrent pouvoir en soutirer de l'argent. C'est compliqué. Il y a cette zone grise aussi qui crée beaucoup de questions, de blocages, d'interrogations, notamment de la part des associations de rescapés sur l'opportunité en fait de décorer les justes en général. Il y a une autre dimension dans ton papier, pour finir là-dessus, c'est la question de la réconciliation. Est-ce que en fait vraiment il faut à tout prix dire que non, tous les Hutus n'ont pas participé au génocide. Il y a certains Tutsis qui sont mal à l'aise avec ça, en se disant peut-être qu'il faut faire attention dans ce travail mémorial. C'est une question qui est effectivement en fait, en filigrane et qui est vraiment pas très loin derrière la question des justes et de décorer les justes, parce qu'en fait, le moment où on a choisi de commencer à les décorer, et c'est la principale association de rescapés, Ibuka, qui a choisi ça, en fait, c'est au début des années 2000, et c'est un moment où on accuse Ibuka d'être un peu une association d'extrémistes Tutsis, entre guillemets, parce qu'ils ne voudraient pas, là où le gouvernement commence à parler de pardon, de réconciliation, de nécessaire réconciliation, des associations de rescapés disent oui, mais nous d'abord on veut la justice. Et là, vous nous forcez la main, entre guillemets. Et donc, Ibuka décide de mettre en avant quand même des Hutus à travers la figure de juste, parce qu'ils veulent montrer qu'ils ne sont pas des gens qui sont pour ne jamais discuter avec des Hutus, qui ne sont pas extrémistes, fermés ou quoi que ce soit, mais qu'ils ont juste une vision différente de comment le pays doit se réconcilier. Et pour eux, il doit plutôt passer par valoriser les gens qui sont sortis du lot et ont fait preuve d'un courage incroyable, plutôt que tout de suite dire globalement réconcilions-nous parce que tout va bien. Et qui est une façon aussi d'introduire l'idée que finalement il y avait peut-être un choix, même si... Enfin, en gros, c'est ça, il y avait le choix de collaborer ou pas. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça qui est sous-jacent aussi. Ouais. Alors Fabrice, je me tourne vers toi, parce que évidemment, dans ce dossier-là, il y a la question des compromissions de la France qui touche plusieurs volets. D'abord, c'est ce que tu rappelles dans le parti pris que je mentionnais au début de l'émission, il y a l'engagement militaire de la France auprès du régime, c'est-à-dire avant même le génocide, auprès du régime d'Abiyarimana. Tu rappelles que la France vraiment soutient ce régime, y compris militairement, et que les autorités françaises, en tout cas, sont sourdes à toute une série d'alertes de divers ordres qui sont lancées avant le déclenchement du génocide. Oui, absolument. Alors, on est face au crime des crimes, comme l'a très bien décrit Florent Piton, et évidemment, il ne s'agit pas ici d'expliquer le génocide des Tutsis au Rwanda par le seul prisme des compromissions françaises. Ce serait une folie de le faire. Mais ne pas en prendre compte, ne pas le regarder en face, nous ferait rater la compréhension totale, par ailleurs, de ce qui s'est passé. Alors, en effet, l'État français et l'État même mitterrandien, pourrait-on dire, a été un soutien acharné au pouvoir Hutu en place, notamment incarné par Juvénal Abiyarimana. Et ce soutien a notamment été caractérisé, comme tu l'as dit, par l'emploi de forces militaires françaises sur place pour empêcher le retour de ce qu'on appelle les Tutsis de l'extérieur, donc le FPR, qui était dirigé par, militairement, qui était une force à la fois politique et militaire, dirigé par Paul Kagame, qui est l'actuel président du Rwanda. C'est l'opération Noroi en 90-91. Ça va prendre des proportions incroyables en 93 avec une opération qui a un titre intéressant, ça s'appelle Chimère. Chimère, c'est quand même une idée qui n'est pas connectée à la réalité. Et l'opération Chimère, non seulement la France va apporter son soutien à l'armée rwandaise, mais c'est un militaire français qui va diriger l'armée rwandaise. Pendant l'opération Chimère, c'est le lieutenant-colonel ou colonel Tozin, à l'époque, je ne sais plus quel était son grade, qui dirige la force militaire d'une puissance étrangère pour empêcher que les ennemis du pouvoir en place, les ennemis désignés, les Tutsis dits de l'extérieur,
reprennent possession des terres de Kigali, de la capitale, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un biais géopolitique, voire même idéologique, pour comprendre les compromissions françaises. Ce biais-là, qui, à mon avis, mais je parle sous le contrôle de l'historien qu'elle a, mais qui, à mon avis, explique beaucoup, c'est qu'au sein de l'État français, et notamment au cœur même du réacteur nucléaire de la présidence de la République, auprès de François Mitterrand et François Mitterrand lui-même, les Tutsis, notamment les Tutsis de l'extérieur, notamment le FPR, sont vus comme le bras armé des Anglo-Saxons. Parce que la branche qui a le pouvoir dans le FPR et de Kagame, c'est plutôt développé en Ouganda. Exactement. Anglophone. Voilà, On rappelle qu'on est sous influence anglophone. Et l'Ouganda, nous n'avons pas d'intérêt, par exemple, énergétique majeur là-bas, mais c'est une zone d'influence, la région des Grands Lacs. Avoir le soutien du Rwanda, c'est une voix de plus dans la communauté internationale. À l'ONU, par exemple, et c'est encore des vieux substrats de politique africaine et d'influence française sur place. Si le FPR prend le pouvoir, se dit-on à l'époque, dans les palais présidentiels, alors c'est les Anglais et les Américains, et surtout les Américains, qui, dans une post-effondrement du mur de Berlin, vont nous manger la laine sur le dos dans notre territoire de prédilection qu'est l'Afrique. Et donc il faut à tout prix empêcher que le FPR et les Tutsis de Paul Kagame réussissent leur office. Ça, c'est le biais de départ, quasiment la faute originelle, je crois, géopolitique, idéologique et diplomatique, qui va durcir et formaliser l'énormité des compromissions françaises avant, pendant et après le génocide. Avant, c'est ce que tu as dit, ce sont les alertes. On est quand même en 1990, mois d'octobre, l'ambassadeur de France à Kigali, Georges Martre, envoie un télégramme alarmiste en disant une épuration ethnique des Tutsis du Rwanda est en route. Réaction aucune. En 93, le général Jean Varret, qui est sorti du silence à la faveur ou la défaveur, je ne sais pas comment il faut dire, du 25e anniversaire, à la fois dans les colonnes de Mediapart et sur France Inter. C'était une enquête commune de David Servenet et de Benoît Colomba pour Mediapart et Radio France. Jean Varret, qui était responsable de la coopération militaire franco-rwandaise, dit « Moi, en novembre 93, le directeur de la gendarmerie m'a annoncé qu'ils allaient liquider le problème, à savoir tuer tous les Tutsis du Rwanda. » Novembre 93. Il alerte sa hiérarchie, il alerte l'armée française. Résultat, aucun, si ce n'est que lui, est évincé de son poste. Début 94, la vidéo est toujours disponible sur le site de l'INA. Jean Carbonard, qui est l'un des représentants de la Fédération internationale des droits de l'homme, le fondateur de l'association Survie en France, est au journal télévisé aux 20h de Bruno Mazur, et il dit « Un génocide est en route, il va avoir lieu ». On est 3 mois et demi avant le déclenchement du génocide. Il y a eu les mêmes alertes vis-à-vis de l'ONU, car la passivité n'a pas été que la passivité de la France. Ça a été aussi la passivité de la communauté internationale. En janvier 1994, le général Dallaire, qui est le représentant de l'ONU sur place, envoie un télégramme qu'il a rédigé sur la foi des confidences d'un repenti du Hutu Power, c'est-à-dire de la branche la plus radicale du futur pouvoir génocidaire, qui annonce qu'un génocide est en route. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien. Et il y a cet événement du 6 avril 1994, qui est l'attentat qui tue le président Habyarimana. C'est un lance-roquette qui frappe l'avion alors qu'il allait atterrir à Kigali. Et évidemment, ceux qui veulent voir dans l'attentat l'alpha et l'oméga du génocide se trompent. En revanche, c'est l'étincelle. C'est le moment où il y aura l'avant et l'après. Ouais. On va poursuivre. Un mot, Florent Piton, de réaction par rapport aux propos de Fabrice, et peut-être nous expliquer par la même occasion ce que vous dites dans le livre, à savoir que les milieux décisionnels français ont adhéré à la thèse du peuple majoritaire. Si je comprends bien, c'est qu'ils ont adhéré à une grille de lecture ethniciste de ce qui se passait au Rwanda. Exactement, il y a la question géopolitique qu'évoquait Fabrice Arfi, et puis il y a aussi cette idée que le FPR, ce sont des Tutsis, donc ils représentent une minorité. Alors qu'à l'inverse, le pouvoir d'Habyarimana, c'est un pouvoir Hutu qui représente la majorité et qui donc, par nature, est démocratique. Et c'est important, cette question de la démocratie après 90, après le discours de la Baule. Et c'est aussi un des éléments qui explique qu'il paraîtrait plus légitime d'aller soutenir ce régime-là parce qu'il représente cette majorité qui, par nature, doit gouverner le pays. Et cette lecture, elle existe avant le génocide, elle existe pendant le génocide,
et elle existe encore après le génocide, au moment, par exemple, des guerres du Congo. Et c'est des choses qu'on va entendre, qu'on va lire de la part de certains milieux décisionnels français jusqu'à la fin des années 90. Alors, Comme s'il y avait, pardon, c'est vraiment, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment en grande partie un héritage colonial. D'abord allemand, puis belge, cette ethnisation absolue de la société rwandaise. Hein, il y a les Tutsis et les Hutus d'un côté, comme s'il n'y avait pas de mariage mixte, comme si, parce qu'on est Tutsi, on va voter pour un représentant Tutsi, comme s'il n'y avait pas une complexité dans ce pays. Et la France a grandement participé à valider cette ethnisation démocratique. Et d'ailleurs, même celui qui était le secrétaire général de l'Élysée pendant le génocide des Tutsis du Rwanda, Hubert Védrine, en 96, dans Le Point, donc on est 2 ans après le Rwanda, il fait une tribune dans Le Point pour dire Hutu, Tutsi, un pays chacun. C'est le titre de la tribune. Donc il est encore dans cette vision, alors qu'il y a quand même entre 800 000 et 1 million de morts, dû à cette mécanique raciste et génocidaire. Et lui, dont le rôle est grandement mis en cause et discuté, pas que lui, mais dans cette affaire, en 96, il dit Tutsi, Hutu, un pays chacun. Très rapidement. Et j'allais juste rajouter, ce type de lecture est aussi possible parce qu'on est en Afrique. Finalement, c'est une grille de lecture assez commune en Afrique que de lire les choses au prisme de conflits. Alors, on appelle ça ethnique, mais on pourrait aller un peu plus loin et considérer que cette grille de lecture, dans le cas du Rwanda en tout cas, elle est en partie racialiste aussi. Et voilà, en Afrique, ce qui n'est pas possible ailleurs est possible. Alors, on avance un peu dans cette séquence qui ne fait que défricher les débats. Et on s'arrête quand même, on va regarder un document. Fabrice, je vais te laisser le commenter parce que c'est un document qui a été publié donc dans Mediapart, qui est une vidéo. On est pendant ce qu'on appelle l'opération turquoise, donc opération dite humanitaire envoyée par la France, qui de fait a sauvé des vies, mais qui a aussi été dénoncée pour son inaction dans certains cas, notamment dans le cas des massacres de Bicécéro. Donc c'était au mois de juin, donc on est au mois de juin. Et on va regarder ce document donc, qu'on a diffusé sur le journal et je te laisserai en dire un mot. Il faut voir, hier on était, je ne sais plus quel patelin, là. Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout, des mecs se trimballaient avec des morceaux de chair arrachés. Enfin, bon. C'est... Le problème, c'est qu'ils sont, je sais pas comment ils sont soignés quand même, ils sont plein de plaies purulentes partout. On a évité un lynchage parce que le guide qui nous accompagnait, manifestement, c'était un des gars qui comment dirais-je, qui guidait les milices dans les jours qui ont précédé, quoi. Ouais. Alors quand on est tombé sur la bande de Tutsis qui fuyaient dans les collines, quand ils m'ont reconnu, il a fallu lever le ton parce que j'ai cru qu'ils allaient le lapider. Voilà, donc on parle de lambeaux de chair, de lynchage, de lapidation. Et bon, lui, il dit, après coup, je pense à mon point presse. En tout cas, il fait oui. En fait, Bicécéro, le massacre de Bicécéro, c'est-à-dire colline sur laquelle des milliers de Tutsis se sont réfugiés, est peut-être un exemple ou un cas d'école de la compromission et des ambiguïtés de la force turquoise et de l'opération turquoise en juin 1994, il y a donc quasiment jour pour jour 25 ans. Les militaires français sont sur place. Dès le 27 juin, une patrouille découvre des survivants de massacres. Alors, lambeaux de chair, les récits des militaires qui les découvrent sont insoutenables à lire, sont insoutenables à écouter quand vous les rencontrez. Et Turquoise, qui est là selon un mandat de l'ONU, qui a quelques jours, le mandat de l'ONU dit qu'il faut empêcher les massacres. L'information remonte à la hiérarchie militaire et le 27 juin, il ne se passe rien.
Cette vidéo a lieu le 28, le lendemain matin, juin 1994, et de nouveau un militaire raconte au colonel Rosier, qui est le patron du commandement des opérations spéciales, sur place, le COS, il lui dit, voilà, il y a des gens, il y a des survivants, il y a des gens qui sont menacés, ils sont en train de se faire massacrer, et on voit littéralement, la symbolique est très forte, le colonel Rosier se lavait les mains de ce que lui dit le sergent-chef Éric M. Le lendemain, le 29, il ne se passe toujours rien. Et finalement, l'intervention militaire française aura lieu le 30. De fait, des vies seront sauvées. Mais entre le 27 juin et le 30 juin, il y a au moins 1 millier de Tutsis qui ont été massacrés dans des conditions absolument indescriptibles. Et aujourd'hui, Bicécero est au cœur, depuis des années, d'une enquête judiciaire pour savoir si cette passivité volontaire de la France, car c'est une passivité volontaire, ils savaient, ils n'ont rien fait, ils mentent de ce point de vue-là depuis 25 ans, est-ce que pour autant, c'est la démonstration d'une participation active au génocide, comme certains voudraient en accabler la France? C'est un débat juridique. C'est un débat juridique extrêmement compliqué, qui est passionnant parce que le fait d'avoir judiciarisé cette question-là a permis d'avoir accès à des informations et des documents qu'on n'avait pas jusque-là, y compris pour les historiens. Ce type de documents en témoigne. Mais il y a aussi un piège de la judiciarisation, c'est qu'on se dirige tout droit vers un non-lieu. Il y a un certain nombre de militaires qui ont été mis sous le statut de témoins assistés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas extérieurs à la commission du délit, mais que d'après les juges, il n'y a pas suffisamment d'indices graves et concordants pour justifier leur mise en examen et donc leur éventuel jugement devant une cour d'assises. Et si on va vers le non-lieu, les responsables militaires et politiques de l'époque vont dire regardez, s'il y a non-lieu, c'est que la France s'est bien comportée. Non, la France s'est mal comportée. Elle s'est mal comportée. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle est complice d'un génocide? On n'est pas magistrat, c'est pas à nous d'en décider. Mais c'est un très bon exemple des compromissions françaises. Et s'il s'est passé ça, pour que ceux qui nous regardent comprennent, il faut réaliser qu'il s'est passé tant et tant d'autres choses qui documentent les compromissions françaises. Le gouvernement génocidaire a été formé le 8 avril 1994 dans les locaux de l'ambassade de France. Des génocidaires ont été accueillis à Paris par le gouvernement français durant le printemps 1994. Il a été défini par le chef d'état-major de François Mitterrand, le général Queneau, qui lui appelait dans ses notes, c'est écrit ça, qui appelait dans ses notes les Tutsis les Khmers noirs. Il a dit qu'il fallait développer une stratégie indirecte, entre guillemets une stratégie indirecte, dont la force turquoise, quelques mois plus tard, est un bon exemple. C'est-à-dire sous couvert d'opérations humanitaires, ce qu'on reproche aujourd'hui à l'opération turquoise, je ne dis pas qu'elle n'a pas sauvé de vie, mais c'est d'avoir surtout permis la fuite des génocidaires et de continuer d'empêcher l'avancée du FPR. Alors justement, sur cette fuite des génocidaires, je me tourne à nouveau vers toi, Justine, puisque on parlait de ton article sur les justes. Tu as réalisé un autre article qui porte sur la justice française, puisqu'il y a justement résidant sur le territoire français des suspects d'avoir participé donc, au génocide des Tutsis. Qui font l'objet donc de procédures. En tout cas, le Rwanda a parfois fait des demandes à la justice française. Et ce que tu documentes dans ton papier, c'est le manque de moyens de la justice française. Et il y a cette citation que j'ai retenue d'une magistrate qui explique clairement « Il n'y a pas besoin de consignes pour bloquer un dossier, il suffit de ne pas donner de moyens ». Donc, on est vraiment sur la frontière où on sent que tu ne peux pas écrire qu'il y a des consignes pour bloquer les choses, mais que clairement, il n'y a rien qui aide. Ouais. Ce que tu expliques, je vais te laisser l'expliquer plus en détail, mais c'est que la France n'extrade pas non plus les gens, donc du coup, il se passe rien. C'est ça. En fait, la question de départ, c'est pourquoi, alors que le Rwanda a envoyé à la France 41 mises en accusation de suspects de génocide qui se trouveraient sur notre territoire, on imagine qu'il y en a probablement plus, mais pourquoi, alors qu'on soupçonne donc qu'il y a des dizaines de suspects de génocide sur notre territoire, contre qui il y a eu des plaintes qui ont été déposées dès le milieu des années 90 par des ONG de défense des droits de l'homme notamment. Pourquoi 25 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard, on a eu 3 condamnations? Il y a 3 personnes qui ont été condamnées sur l'ensemble de ces gens qui résideraient ici. Donc c'est la question que je me suis posée. Et effectivement, pour y répondre, j'ai interrogé notamment des juges d'instruction. En fait, l'ennui, c'est donc on ne juge pas. D'une part, parce qu'on ne donne pas les moyens. Je vais expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Et d'autre part, on n'extrade pas non plus.
Alors que normalement, en droit, si on ne juge pas nous-mêmes, on extrade vers le pays qui réclame de pouvoir juger ces gens-là. On ne juge pas, non pas parce qu'effectivement, il y a eu un complot avec je ne sais qui au ministère ou à l'Élysée qui appelait pour dire à tous les juges de France, surtout enterrez-les. En fait, malheureusement, on peut faire plus simple que ça. Ces juges nous expliquent que d'une part, il n'y a pas besoin d'enterrer des dossiers, il suffit de pas donner de moyens. C'est-à-dire que les juges qui ont été saisis de tous ces dossiers n'ont pas été déchargés des autres dossiers qu'ils avaient. C'était des juges qui, à côté, faisaient de grand banditisme, c'est des juges qui avaient des dossiers énormes sous les yeux. Il y en a une qui me raconte, en fait, je suis arrivée dans mon bureau, le premier jour où j'ai pris mon poste de juge d'instruction à Paris, au début des années 2000. On m'a montré un mur, mais littéralement un mur, en fait, de dossiers les uns au-dessus des autres. On m'a dit, bon, ça, c'est le Rwanda. Elle me dit... Je me suis dit tout de suite, j'ai su, je ne les traiterai pas en fait. C'était impossible. On a mis donc des années à dégager un peu de temps pour que ces juges puissent s'en occuper. On a mis des années à leur donner des gendarmes pour travailler parce que les juges, ils font pas tout. C'est pas eux qui mettent sur écoute, c'est pas eux qui vont faire des perquisitions. Ils ont besoin de gendarmes avec eux. Pendant des années en France, on a eu 2 gendarmes. 2 gendarmes pour instruire un génocide. Pour tous les cas, 2 gendarmes en oui, France. pour tous. C'est assez peu. Voilà. Il y a ça, et puis à côté, il y a la question de... ça a changé, les choses ont changé en 2012. En 2012, Oui, on a mis en place un pôle spécialisé. dédié, ouais. Pourquoi ça a changé? C'est pas qu'on a eu un sursaut moral en France, c'est que c'est l'époque où Nicolas Sarkozy se dit bah tiens quand même ce petit pays là, le Rwanda, économiquement il y aurait peut-être des choses à faire avec eux. Ce serait bien de rétablir les relations diplomatiques qui jusque-là étaient rompues. Et donc c'est là qu'il missionne une de ses conseillères juridiques en disant arrange-toi pour débloquer tout ça. Et elle s'aperçoit que le problème des Rwandais pour qui fait qu'ils ne veulent pas rétablir les relations diplomatiques, c'est le fait qu'effectivement on héberge des suspects de génocide et qu'on ne fait rien avec eux. Donc ça va un petit peu mieux à partir de 2012. Mais bon, pas forcément pour les raisons qu'on attendait. Et le deuxième volet de cette question de ils sont présents en France, il ne se passe rien pour eux, et certains coulent une vie tranquille depuis maintenant 25 ans, c'est effectivement qu'on n'extrade pas. Alors on nous explique que, en fait, pendant longtemps on n'extradait pas parce que les motifs avancés par la France pour rejeter les demandes d'extradition, c'était que le Rwanda appliquait la peine de mort. Sauf que c'est plus le cas depuis un certain temps. Ensuite, on nous a dit non, mais il n'y a pas les standards internationaux qui nous garantissent qu'ils seront jugés comme il faut. Sauf qu'il y a eu un avis de la CEDH qui a dit bah, nous, on estime que les standards sont réunis. Et puis, il y a des pays comme le Danemark, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Norvège, le Malawi qui extradent en fait, au Rwanda depuis des années. Donc, on n'a plus beaucoup d'arguments finalement. Tu voulais intervenir? Non. Florent Piton, un dernier mot du coup sur ces querelles mémorielles autour de ces controverses autour du rôle de la France qu'on a évoqué. Est-ce qu'on identifie des camps alors qui passent pas, qui coïncident pas avec les partis politiques, ça c'est sûr, mais voilà, est-ce qu'on peut arriver à nommer les camps qui s'affrontent sur cette question de la responsabilité de la France? C'est difficile de les nommer en tant que tels, en tout cas de manière très rapide. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pôles où il y a des crispations, et le mot est presque un euphémisme ici, extrêmement fortes. Je peux en citer quelques-uns, mais je ne serai évidemment pas exhaustif. L'armée, d'abord. C'est très fort au sein de l'armée et puis au sein des anciens réseaux de la Mitterrandie. Pendant la campagne des Européennes, je me permets juste d'évoquer ça en quelques mots, il y a eu une offensive, je vais appeler ça comme ça, d'anciens des réseaux de la Mitterrandie, on peut les appeler ainsi, à l'endroit de Raphaël Glucksmann qui, sur la question rwandaise, avait pris des positions assez fermes et assez honnêtes. J'ai plus la citation exacte, mais il avait, je crois, parlé des responsabilités, il me semble que c'est le terme qu'il a employé, de François Mitterrand. Voilà, ça fait partie de ces pôles, mais ce ne sont évidemment pas les seuls. Alors, sur la Mitterrandie, je fais réagir Fabrice, parce qu'il y a la question des archives et de l'accès aux archives, parce qu'il y a une commission d'historiens, on va terminer le plateau là-dessus, une commission d'historiens donc, qui a été montée, créée, notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, qui a dit ils vont faire la lumière, on va ouvrir toutes les archives. Sauf que il y a un problème, c'est que ce qui compte, c'est toutes les archives, pas seulement les archives officielles, mais aussi celles du président Mitterrand et donc de ceux qui les contrôlent. Alors, c'est vrai que c'est toujours dur de commenter ce qui n'a pas encore eu lieu et qu'on a toujours un peu l'esprit mal tourné et de craindre le words de Shakespeare dans Hamlet, que ce ne soit que des mots, puisque l'ancien président François Hollande avait déjà dit qu'il libérerait toutes les archives. On a vu que c'était plus compliqué que ça sur l'histoire rwandaise. C'est vrai que le président Macron, qui a brillé par son absence
à Kigali à la pas rendu faveur aux commémorations des 25 au ans Rwanda. du génocide, prétextant un problème d'agenda, de calendrier. Or, je crois que s'il y a une chose dont on est à peu près sûr en termes de date, c'est un anniversaire. Et que le fait que les 25 ans du génocide auraient lieu en avril 2019, je pense que ça pouvait être prévu un peu à l'avance par la présidence de la République. L'absence du président de la République pour un génocide, quelle que soit la question des responsabilités de la France, quand il y a eu 1 million de morts en 100 jours, je pense que cette absence est déjà un sujet de discussion et d'inquiétude. Alors, en contrepartie, le président Macron a annoncé la mise sur pied d'une commission d'historiens présidée par Vincent Duclerc, à laquelle l'État va donner, a-t-il dit, l'intégralité des accès, des archives disponibles sur la question. Alors, il y a aujourd'hui deux petits problèmes qui se posent au moins. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre d'historiens qui n'ont pas été retenus dans cette commission. Je pense notamment à Hélène Dumas, par exemple, qui est spécialiste de la question du génocide, qui n'a pas toujours été tendre sur le rôle de la France. Elle est notamment la conseillère historique d'un film extraordinaire, documentaire, qui a été diffusé sur France 3 il y a quelques semaines, qui s'appelle « Retour à Kigali » de Jean-Christophe Klotz. C'est un film admirable sur le rôle de la France au Rwanda. Un autre historien, Stéphane Audouin-Rousseau, qui a été l'auteur d'un livre très fort sur cette histoire qui s'appelle « Une initiation ». C'est comment lui-même a découvert les compromissions françaises. Deuxième problème, c'est sur quelle est l'effectivité de cette promesse d'ouverture intégrale des archives. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie des archives de la Mitterrandie qui était le cœur battant de la compromission française et de l'État français, de fait, dans cette histoire, qui ne sont pas disponibles aux chercheurs, qui ne sont pas disponibles aux journalistes ou aux historiens. Elles sont entre les mains de l'Institut François Mitterrand. Partie des archives de l'Élysée, en quelque sorte, ont été privatisées. Et elles sont entre les mains de l'Institut François Mitterrand, dont les deux gardiens du Temple et du secret sont d'un côté Hubert Védrine, qui était le secrétaire général de l'Élysée à cette époque-là, et de l'autre, Dominique Bertinotti, l'ancienne ministre, qui décide si oui ou non, qui ou quand on peut avoir accès à ces archives. Donc on ne sait pas en réalité ce qui va se passer. Moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur la commission avant même qu'elle ait lieu. Il y a des gens de valeur là-dedans, peut-être qu'elle trouvera des choses. Mais disons que les verrous sont déjà apparents vis-à-vis de ce qui s'est passé, a fortiori quand, par exemple, l'actuelle ministre des Armées, Florence Parly, est très, très, très en défense du rôle des militaires français pendant l'opération turquoise ou même avant, alors que les langues commencent doucement, c'est la grande muette, mais commencent à se délier. Guillaume Ancel, le général Varé et d'autres commencent à parler pour l'un de la complicité, c'est ce que dit Guillaume Ancel, des fautes de la France, c'est ce que dit le général Varé. Jamais un gradé aussi important de l'armée française n'avait parlé sur cette tragédie. Donc aujourd'hui, c'est encore, comme vous le disiez dans votre ouvrage, un champ dont une partie des pages reste à écrire. Je vous remercie tous les trois pour votre présence. Les retours enquête continuent dans Mediapart Live. Un nouveau chapitre qui va s'ouvrir avec Edoui Plenel qui va venir ici à ma place. Et puisque je sais qu'il me guette, je rappelle l'offre d'abonnement qui est en cours toute la soirée. Vous pouvez vous abonner et puis vous avez un mois offert si vous abonnez en ce moment sur Mediapart. Restez avec nous.